Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rédaction de l'ADN pour ce numéro de l'émission Tendance. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un usage qui est en passe de bouleverser tous nos comportements d'achat, nos comportements de consommation et qui a fait l'objet d'une enquête qui vient de paraître dans la nouvelle revue de l'ADN, l'ADN Revue. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons vous parler des conso-traders. Vous ne connaissez peut-être pas ce mot, c'est un néologisme qui contracte consommateur d'un côté, trader de l'autre, et qui décrit peut-être une réalité que vous connaissez autour de vous. C'est peut-être ce petit neveu un peu geek dont vous savez qu'il fait son argent de poche en vendant des baskets de luxe. C'est peut-être cette petite cousine qui vous raconte qu'elle organise des raids pour acheter en masse des PS5 et les revendre à prix d'or. C'est ça, le conso trading, c'est consommer et faire de la marge pour faire fructifier et spéculer en fait sur son acte d'achat. Alors, qui sont ces conso-traders? On va le voir avec Alice et Marine. Alice et Marine ont mené cette enquête pour l'ADN Revue et elles vont nous raconter qui sont ces conso-traders, comment ils sont organisés, sur quel marché ils s'exercent et qu'est-ce que dit cette tendance sur nos façons de consommer et sans doute comment les entreprises vont pouvoir jouer sur cette tendance. Alors, vous connaissez le principe. À la droite de votre écran, vous avez le chat sur lequel vous pouvez intervenir entre vous et avec nous. Et puis, vous avez une tranche questions et les questions, nous les prendrons à partir de 12h20. Alice, c'est avec toi que nous allons commencer cette émission. Tu as été à la rencontre de conso-traders et tu vas nous raconter qui ils sont. C'est qui ces jeunes gens qui s'amusent à faire du conso-trading? Alors ouais, effectivement, ils s'appellent Félix, David, Jonas, Eric. Ils ont entre 17 et 22 ans. Ils habitent en Angleterre, au Portugal, en France, aux États-Unis. Et surtout, ils habitent dans des villes moyennes en général. Et comme on voit, c'est surtout majoritairement des garçons. Les filles sont très, très minoritaires dans le monde du conso trading. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de Mathis. Mathis est un conso-trader. Mathis, il a 19 ans. Il habite à Angoulême. Il est en classe de terminale. Donc, en ce moment, il est probablement en train de réviser son grand oral et son épreuve de philo. Mais aussi, Mathis, pour gagner de l'argent, il a trouvé un moyen. Donc, il n'a pas de petit boulot. De toute façon, en temps de Covid, c'est pas pratique. Mais il vend des baskets dans sa chambre. Pourquoi? Parce qu'il a découvert ça quand il a passé 1 an aux États-Unis. Il s'est rendu compte que là-bas, le marché de la revente de sneakers était hyper développé. Hop, retour en France, il se dit, moi aussi, je vais faire pareil. Sauf que, d'après ce qu'il me dit, à Angoulême, les magasins de basket hype, il n'y en a pas trop. Donc, évidemment, il va sur Internet. Là, il y a tout ce qu'il faut et il y a notamment le Nike qui a un site et une application dédiée qui s'appelle Sneakers SNKRS, sur lequel ils mettent en vente des éditions limitées de chaussures qui s'arrachent. Et c'est ça que vise Mathis. Et il n'en achète pas juste pour se les mettre au pied, mais vraiment pour faire du conso trading. Donc, dans sa chambre, il y a des boîtes de chaussures qui s'empilent. Lui, il fait du 47, mais clairement, quand on regarde, il y a ça va du 38 au 40 surtout. Alors, pourquoi? Il m'explique qu'en fait, les chaussures qui se revendent le mieux, ce sont les pointures pour filles sur des paires sur lesquelles il peut faire des petits profits. Donc, en fait, c'est clair, on a bien compris que Mathis, il ne faisait pas n'importe quoi. Il a un plan, il a une stratégie et il sait ce qu'il fait. Et d'ailleurs, quand il me parle de ses chaussures, il me dit, moi, j'ai 3 paires de Air Jordan hautes. Une que je garde pour moi, une que je pourrais revendre 300 € neuve et une autre que là, je pourrais revendre 150 € tout de suite, mais si j'attends quelques mois, je pourrais la revendre 300, 400 €. Donc, en gros, il fait vraiment hyper attention à tout ça. Et même celles qu'il porte, il me racontait qu'il les portait pas plus d'une fois par semaine. Il les nettoyait consciencieusement à chaque fois parce que si jamais à un moment il lui vient l'idée de les revendre dans 1 ou 2 ans, il faut qu'elles gardent un maximum de leur valeur. Donc, ça devient une nouvelle façon de consommer ses chaussures. Mmh. Donc, quand on achète, en fait, on investit et c'est ça le principe même du conso trading.
Alors, tu nous racontes l'histoire de Mathis, ce jeune garçon d'Angoulême, mais comment est-ce qu'on s'organise pour faire ça? Est-ce qu'on est tout seul dans sa chambre face à son écran? Ça paraît tellement compliqué comme mise en place. Est-ce que ça se fait en meute? Est-ce que ça se fait en groupe? Alors ouais, effectivement, pour faire du conso trading, en tout cas pour passer dans la cour des grands, il faut être en meute, il faut faire partie de ce qu'on appelle un cook group. Alors un cook group, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe sur Discord, donc qui est une messagerie qui est pas mal utilisée par les gamers et où on peut se parler à la fois de façon vocale et de façon écrite. Donc c'est des groupes qui sont fermés. Très difficile à y entrer pour avoir fait l'expérience et vécu un échec cuisant, c'est très compliqué. C'est généralement les bons coups groupes, ils sont payants avec un abonnement mensuel. Et alors, à quoi ça sert les coups groupes? En fait, c'est avoir toutes les informations sur les produits qu'on va acheter en temps réel. En gros, c'est géré par des programmes informatiques qui détectent dès que sont mises en vente certaines paires, parce qu'il n'y a pas que sur le site de Nike, mais par exemple sur le site de Foot Locker, sur le site de Courir, les petits robots, ils détectent automatiquement quand est-ce que les paires sont mises en vente. Ça informe tous les membres du couple groupe, mais surtout, ça leur donne d'autres informations. Donc, le prix auquel ils vont l'acheter, le prix auquel ils peuvent le revendre 2 jours plus tard, le prix auquel ils peuvent le revendre 6 mois plus tard et le prix auquel ils peuvent le revendre 1 an plus tard. Donc, c'est vraiment c'est Bloomberg TV pour les baskets, quoi. C'est des investissements et comme dans tout investissement, l'information, c'est le nerf de la guerre. Ok, sur la pratique, on se demande un peu comment ça marche au niveau des revenus. Combien on se fait en revendant très vite une basket ou moins vite une basket? C'est de l'ordre de quoi? 10 euros, 100 euros, 200 euros? Alors, évidemment, c'est variable. Alors, comme un peu tous ces marchés de la revente, on l'avait vu avec le vintage aussi, il y a ceux qui gagnent très très bien, des happy few qui gagnent très très bien et les autres qui s'en sortent tout juste. Tout ce qu'ils me disent, ceux que j'ai interrogés, c'est que moi, je suis un petit poisson, mais il y en a qui gagnent super bien. Mais en gros, pour avoir une idée, il y avait David qui, lui, est portugais. Il me disait qu'en novembre et en décembre 2020, il avait réussi à gagner plus du salaire moyen portugais. Donc, il était assez content. C'est 858 euros pour information. Mathis, il me racontait qu'en 1 an, il a fait à peu près 1000 euros de profit. Ouais. C'est pas mal, surtout quand on a même pas son bac. Alors, je t'entends très très mal tout à coup. Ah. Désolée. Ton micro est coupé, Béatrice, je crois. Te revoilà, Alice. On t'avait perdu quelques instants. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais donc, du coup, voilà. Donc, les gains peuvent être variables, mais en tout cas, ce qui est encore plus intéressant que ce qu'ils gagnent, c'est le rapport à l'argent, en fait, qu'ils développent. Et là, c'est hyper intéressant parce que donc, je me suis retrouvée face à des adolescents, entre 17 et 19 ans, qui me parlaient avec la précision d'un comptable de grands groupes. Donc, ils me détaillaient tout ce qu'ils avaient en stock, combien ils pouvaient espérer de profit sur telle paire, les marges, les choses. Et surtout, ils me racontaient leurs problèmes de trésorerie. Donc, c'est vraiment, ouais, ils ont leur devoir d'anglais à faire, mais ils ont aussi leur trésorerie à gérer. Et donc, Mathis, précisément, le jour où je l'ai eu au téléphone, il me disait « Ah oui, ce matin, j'ai laissé passer une paire sur laquelle je pouvais faire un profit de 50 euros. Mais en fait, là, c'est parce que je dois écouler mes stocks, parce que j'ai plus et renflouer ma trésorerie et parce que, en fait, sur les coupes groupes, ils ont aussi le calendrier des prochaines grosses sorties. Donc, il sait quand est-ce qu'il va avoir besoin de cash pour pouvoir investir. Et il a quand même tout prévu parce qu'il me disait si jamais il y a un drop, donc une sortie de paire surprise, et qu'il n'aurait pas la trésorerie nécessaire, il a la possibilité d'emprunter
de l'argent à sa mère et il était hyper content parce que sa mère ne lui fait pas payer d'intérêt. Donc, il trouvait ça super sympa de la part de sa mère. Donc, c'est vraiment un rapport à l'argent qui est très particulier. Oui, c'est un rapport à l'argent d'ailleurs dont on a souvent parlé autour de la génération Z. Et ce qui est passionnant, c'est de voir cette génération qui est capable vraiment d'avoir une approche très entrepreneuriale par rapport à cette pratique, quoi. Ils font tout sauf la production en fait. C'est vrai que c'est pas eux qui font les baskets, mais sinon ils traitent quasiment toute la chaîne de valeur. Alors, on parle beaucoup du marché de la basket parce que c'est sans doute sur celui-ci, ou en tout cas un de ces marchés qui a vraiment porté ce phénomène du conso trading. Est-ce qu'il y a d'autres marchés sur lesquels on peut s'amuser à faire du conso trading, sur lesquels les gamins s'amusent ou c'est pas encore le cas? Si, alors sur les groupes, évidemment, c'est principalement de la basket parce que ça vient de ce milieu. Mais en fait, de plus en plus, ils se diversifient. Donc, quand on est sur des groupes, on voit qu'il y a différents channels. Donc, ça parle aussi beaucoup de crypto-monnaie. Qu'est-ce que j'investis? Où est-ce que je mets mon argent? Qu'est-ce que je revends? Qu'est-ce que je vends ou pas? Il y a aussi beaucoup les cartes Pokémon dont on entend beaucoup parler, les cartes graphiques pour ordinateur. Donc là, il y a même carrément des ruptures de stock. Mais il y a aussi des objets auxquels ils sont a priori pas intéressés, du genre les objets Disney. Donc là, c'est vraiment l'idée mais ils se rendent compte du potentiel de ces objets pour d'autres personnes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est et c'est vraiment la valeur culturelle des biens qui va les intéresser. Et ça, c'était quelque chose que Olivier Van Castel, qui est le vice-président international de StockX, qui est donc une plateforme de revente de baskets qui fonctionne comme la bourse, donc qui est très au fait de ces pratiques de conso trading. Il me disait que c'était vraiment une génération qui ne voulait pas consommer de manière vide, mais qui voulait s'exprimer à travers un acte d'achat et qui cherchait à consommer des biens culturels. Donc c'est pour ça qu'on entend aussi beaucoup parler tu parlais des raids pour attraper des PS5 et les revendre. Tous ceux à qui j'ai parlé me disent ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait très rapidement. En fait, la PS5 ne va pas augmenter, ne va pas prendre de la valeur dans les années. Donc là, c'est vraiment si tu as vraiment de la trésorerie et que tu peux investir et que tu vas trouver des acheteurs tout de suite. Donc, tu profites de la pénurie. Mais sinon, le fond de la pratique, c'est vraiment de se tourner vers des objets qui vont avoir une forte valeur culturelle et qui va pouvoir s'élever au fil des années. Ok, merci Alice. Cette enquête que tu as menée donc dans la revue de l'ADN qui vient de paraître, elle est juste passionnante. Et Marine, tu prolongeais cette enquête première d'Alice en allant voir d'autres types de biens culturels, puisque ce sont des artistes qui se mettent en vente, un peu comme on mettrait en vente une paire de baskets. Et ils proposent à leurs fans d'investir, de miser sur eux. Alors, avant, on achetait un album. Aujourd'hui, on peut prendre comme une participation sur un artiste qui, alors le titre de ton article, c'est « Je suis une monnaie », parce que ces artistes, finalement, se vendent des bouts d'eux-mêmes, quoi. Ouais, exactement. Alors, ça peut être aussi, c'est des artistes, effectivement, mais aussi des jeunes entrepreneurs, des rappeurs, donc des artistes aussi, ou des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc ouais, il faut imaginer en fait si vous aviez envie d'investir dans un de vos amis que vous estimez être prometteur, donc un artiste débutant qui pourrait percer plus tard. Et ben pour le faire, en fait, vous pouvez, ces artistes peuvent créer leur propre monnaie et vous investissez dans cette monnaie et ensuite vous aurez une rétribution plus tard si leur carrière explose. Donc voilà, je voulais vous parler d'un exemple en particulier. Donc c'est un jeune Français qui s'appelle Alexandre Masméjean. Et alors, il a un rêve, c'est qu'il veut créer sa start-up dans la Silicon Valley. Et pour réaliser son rêve, il a emprunté un chemin assez spécial. En fait, il a créé donc sa propre crypto-monnaie qui s'appelle le Alex Token. Et il a mis en vente 10% de ses jetons. Et il promet à ses acquéreurs de leur reverser 15% de ses revenus trimestriels pendant 3 ans.
Et donc, l'objectif de cette levée de fonds à l'échelle d'un individu, c'est de financer ses débuts de start-upper donc à San Francisco. Et alors, l'opération a été un succès. Il a vendu l'ensemble de ses jetons assez rapidement, donc $20 000 en 5 jours. Et la presse a évidemment couvert l'événement, enfin la presse plutôt spécialisée dans les crypto-monnaies. Du coup, il est devenu une petite star de ce milieu-là. Et depuis, il continue en fait son expérimentation. En juillet, par exemple, il a proposé aux détenteurs d'Alex Token de choisir de changer une de ses habitudes de vie quotidienne. Donc, il leur a proposé de voter entre est-ce que je dois arrêter de manger de la viande rouge, est-ce que je dois n'utiliser que des bitcoins pour ma vie quotidienne, est-ce que je dois me lever tous les matins à 6 heures ou courir 5 km par jour. Donc, c'est cette dernière option que les gens ont choisi. Et ensuite, il a un groupe sur la messagerie Telegram où il postait des vidéos de ses jogging tous les matins pour prouver qu'il avait effectivement bien suivi cette habitude. Voilà, l'idée, en fait, c'est qu'il dit qu'il doit de temps en temps faire des actions, des communiqués pour que le cours, en fait, de son token monte et prenne de la valeur. Donc, quand j'ai écrit l'article, il était à environ 2 millions d'euros de capitalisation. Là, j'ai regardé, c'est un petit peu baissé parce que c'est vrai il a lancé sa start-up il y a quelques mois, mais depuis, il a rien annoncé de nouveau. Donc, voilà. Donc, c'est assez particulier comme moyen de se lancer, mais lui, en fait, explique qu'il voit ça comme un modèle de financement comme celui des startups et qu'il pense que plus tard, en fait, on pourra investir dans sa stratégie va se démocratiser et qu'on pourra tous investir dans une personne qu'on aime ou qu'on soutient. Mmh. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué de comprendre ces modèles, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, chacun devient une espèce de produit sur lequel on doit pouvoir miser. Donc, c'est en termes de conception de produit une véritable révolution. Et pour ceux qui achètent, les consommateurs, c'est j'achète, mais quand j'achète, en fait, j'investis réellement. C'est-à-dire que j'attends un retour sur investissement. Autrefois, on prenait une place de concert et puis on regardait le concert et puis merci, au revoir. Là, c'est j'achète une participation dans un groupe sur lequel je vais pouvoir espérer faire des revenus. Donc, c'est vrai que c'est un changement de modèle absolument majeur, quoi. Celle qui en parle très, très bien, c'est Sari Azout, une jeune VC qui est sur la côte ouest des États-Unis et qui parle de cette économie participative en disant, en fait, c'est la très grande révolution qui est à l'œuvre en ce moment. Oui, tout à fait. En fait, elle place là chronologiquement, elle parle de économie participative. Elle dit que c'est la suite logique de l'économie des plateformes, donc à la Uber par exemple, ou Facebook ou YouTube, et de l'économie des créateurs à la Patreon ou Substack. Donc sur Uber, en fait, elle explique que le travail est marchandisé. C'est la plateforme, qui extrait la majorité de la valeur créée par les chauffeurs. Et le principe est le même sur les réseaux sociaux. L'économie des créateurs a voulu corriger ça en instaurant un système d'abonnement. Donc par exemple sur Patreon ou Substack, ce sont les artistes ou les auteurs qui ont une relation directe avec leurs abonnés et qui se rémunèrent grâce à l'abonnement et pas grâce à la plateforme. Mais elle dit, en fait, il y a un problème dans cette économie-là, c'est que la communauté, elle, n'est pas récompensée et n'a pas une rétribution de la valeur qu'elle apporte, alors que un influenceur sur Instagram ou un artiste, sa plus grande valeur, c'est ses fans. Et donc, pour elle, l'économie participative corrige ça, parce qu'elle permet en fait aux fans, aux clients d'une entreprise d'avoir un retour sur investissement. Oui, donc c'est un changement de modèle économique majeur. On sort de l'économie de la publicité, on sort de l'économie effectivement qui apparaît aussi du côté d'interfaces comme Patreon. Là, vraiment, tout le monde est rémunéré selon en fait la valeur qu'il mise. Et c'est vrai que en tant qu'acteur de la communauté, finalement, on devrait être rétribué puisque c'est sur nous que la valeur se crée en fait. Exactement. Et elle dit en fait que plus tard,
de la même manière qu'aujourd'hui, une entreprise doit forcément réfléchir à avoir une application mobile, par exemple, et ben, plus tard, elles devront systématiquement se poser la question de comment je vais récompenser ma communauté. Donc, elle cite par exemple une entreprise qui fait déjà ça, pardon, qui s'appelle Arfa. Donc, c'est une marque de vêtements qui co-crée en fait ses produits avec sa communauté, à qui elle reverse 5% des bénéfices. Donc, il y a une autre marque en France qui s'appelle Nidé.co. C'est une marque de produits de beauté qui fait ça également. Donc, on commence à voir ce type de modèle, même si pour le moment, c'est très niche. Oui, tu avais fait aussi une interview de la newsletter Snowball qui propose aussi un modèle qui est intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors effectivement, Snowball, donc c'est une newsletter qui a été créée par Johan Lopez, donc un Français qui parle. Donc cette newsletter parle justement de finance et de gestion du patrimoine. Donc il est très baigné dans ce univers d'investissement. Et alors lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est que dès qu'on s'inscrit à cette newsletter, on reçoit des snowflakes, donc c'est la monnaie qu'il a créée, et ils sont convertibles en dividendes qui sont régulièrement redistribués aux abonnés selon leur ancienneté. Donc ils reversent 20% des profits aux détenteurs de snowflakes. Et alors lui, il dit qu'en fait, très régulièrement, il envoie un Google Sheet de tout, enfin une sorte de tableau Excel de ses comptes pour être le plus transparent possible. Il dit que pour lui, c'est un moyen de fidéliser sa communauté. Mmh. Alors, il y a tout un écosystème qui se crée autour de cette nouvelle forme d'économie. On le détaille aussi dans la revue. Il y a des gens qui vont former, d'autres qui vont créer des cryptos. Enfin, dis-nous un peu qui s'intéresse à cette économie, outre quelques marques. Oui, alors effectivement, en fait, il y a tout, comme c'est une nouvelle économie, forcément, il y a des nouvelles entreprises qui vont profiter de ce nouveau business et créer des nouveaux modèles économiques. Donc, par exemple, il y a ce qu'on a appelé les marchands de monnaie. Donc, c'est des plateformes, en fait, qui s'appellent Roll, Rally ou Fuse et qui sont spécialisées dans l'édition de crypto-monnaies personnelles. Donc, c'est vrai que ça pourrait paraître quelque chose d'assez compliqué à faire. En fait, c'est plutôt simple. Enfin, il faut quand même un petit peu connaître ce milieu-là et son vocabulaire, mais il suffit de se créer un compte sur ces applications et de leur demander d'éditer des jetons. Donc, elles vont, par exemple, sur Roll, elle édite 10 millions, l'équivalent de 10 millions de dollars de tokens en 3 ans, et c'est à vous ensuite de fixer les règles de ces jetons. Donc ça, c'est pour les marchands de monnaie. Ensuite, il y a les faiseurs, ce qu'on a appelé les faiseurs d'enchères. Donc ça, Alice en a déjà un peu parlé, mais c'est des plateformes comme StockX, donc qui permettent à ces conso traders dont elle parlait tout à l'heure de suivre le cours des baskets, mais pas seulement, de toutes sortes d'objets de collection, des vêtements de marque notamment. Et donc on peut voir vraiment, c'est comme en fait une sorte de marché boursier. On peut avoir un portefeuille d'objets dont on suit la valeur et on voit sur la page de l'objet, on peut suivre le cours de sa valeur. Donc voilà. Et troisième type d'entreprise qui gravitent autour de cette économie, c'est ce qu'on a appelé les formateurs de conso traders. Donc, c'est par exemple des applications dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appellent Robinhood. C'est par ce biais-là, en fait, il y a des petits investisseurs qui ont réussi à faire monter le cours de l'action GameStop, qui était en train de chuter. Et donc, c'est une application où il est très facile, en fait, d'investir en bourse, alors qu'auparavant, ça demandait d'être un investisseur agréé. En France, on n'a pas Robinhood, mais on a un équivalent qui s'appelle eToro, et qui permet de faire la même chose. Mmh. Donc, on voit une tendance qui a plusieurs impacts forts. Sur la conception des produits. Il faut trouver et faire des produits qui ont une forte charge d'émotions et de valeurs culturelles. Et puis, la manière dont on entretient le lien avec ces consommateurs, d'une part, et qu'on apprend à les rémunérer, à changer le business model pour faire en sorte qu'ils aient intérêt à faire grimper la valeur de ce que vous vendez. C'est vraiment un changement assez majeur, en fait.
Nous avons deux questions. Notre fidèle Eric qui nous demande si dans l'économie, il y a une compensation pour permettre de se raccrocher à une économie partagée. N'y a-t-il pas un fort risque de ne pas avoir de compensation, quid des pertes, des explosions de bulles? Au niveau du risque, il est tout à fait réel. Les risques que l'on connaît sur les marchés financiers vont évidemment être déportés sur cette espèce de financiarisation de la consommation. Donc très clairement, il y a un risque absolument majeur et il y a plein de questions, même d'ordre éthique, qui vont se poser avec l'explosion de ce type de pratique. Est-ce que vous pensez que la revente de chaussures peut être une voie d'avenir pour le futur comme le trading boursier? Alors, je ne sais pas ce que c'est une voie d'avenir. En tout cas, la pratique vraiment prend forme très clairement sur ce marché. On en parlait tout à l'heure avec Alice par rapport aux industriels, les Nike, les Adidas, les grandes marques sont déjà complètement en ordre de marche pour aller et alimenter ce type de marché. Alice, je ne sais pas si tu veux nous en dire un mot. On n'a pas réussi à dialoguer avec les marques qui n'ont pas répondu à nos questions, mais on les voit à l'œuvre. Elles sont déjà en train de travailler sur ce type de consommation. Rien que dans la façon dont Nike distribue ses chaussures via son site et son appli SNKRS, Sneakers, c'est déjà totalement intégré. En fait, il crée donc il y a des mises en vente ponctuelles. Il y a aussi une forme aussi de gamification. En fait, il y a certains utilisateurs qui peuvent être élus et être tirés au sort pour pouvoir acheter en avance des chaussures. Et donc ça, c'est du point de vue des industriels, de ceux qui produisent. Mais il y a aussi chez StockX, en tout cas, voie d'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas, eux, ils voient bien la tournure que ça prend. Et toujours Olivier Van Castel qui me racontait qu'il imaginait très bien un système où, en fait, les gens ne s'échangeraient même plus les chaussures, mais juste l'acte de propriété des chaussures. Donc, vraiment comme sur le marché boursier, avec des actions qui n'ont pas besoin d'être tangibles pour avoir de la valeur. Mmh. Une question d'Emilien. Est-ce que vous avez des exemples d'autres entreprises qui développent des stratégies de rareté de produits de consommation communs, comme les sneakers, et qui surferaient sur cette économie trading? Alors, l'exemple, un peu la matrice, on peut prendre la marque Suprême, qui a très bien, qui s'est construite en fait sur ce genre de dynamique. Alors c'était bien avant que n'explosent tous ces modèles qui sont permis aussi par les plateformes, par Internet. On a besoin de cumuler beaucoup de choses pour que cette économie émerge. Mais c'est vrai que l'économie de la rareté proposée et mise en forme par Suprême va complètement dans le sens du conso trading, des circuits, des modèles d'abord très valorisés d'un point de vue culturel, donc déjà une énorme charge émotive sur chaque lancement, des lancements très orchestrés, des circuits, des séries très courtes. Qui fait qu'effectivement, c'est déjà cher à l'achat et plus le temps passe, plus ça prend de la valeur. C'est ça la mécanique à mettre en place. On a quelques exemples de marques qui font des choses. Marine, tu parlais de marques de beauté qui se mettent dans ce type de dynamique, alors avec des dynamiques un petit peu différentes. Oui, là, c'est pas qu'elle crée vraiment de la rareté, mais c'est une marque donc, qui s'appelle Nidé.co, dont je parlais tout à l'heure. Ils font des produits de beauté. Et le principe, là, c'est plus qu'ils demandent, en fait, à leurs clients de leur donner des idées de produits, en fait. Ils veulent recevoir des idées de produits qu'on ne voit pas sur le marché. Donc, ça donne, par exemple, une crème anti-gueule de bois ou une crème pour les nageuses, parce qu'apparemment, il n'y a pas du tout de crème qui permettent d'anéantir les effets du chlore sur la peau. Et donc, donc là, c'est pas vraiment de la rareté, mais c'est une co-création, en fait, avec leur communauté. Et ensuite, ils reversent aux gens qui soumettent des idées un bénéfice de 5% sur les ventes du produit. Et ça, sur les bénéfices, pardon, pas sur les ventes, et pendant toute la vie de ce produit. Oui, c'est cette partie-là qui est très conso-trading dans l'esprit, c'est-à-dire que mes consommateurs deviennent mes principaux ambassadeurs, puisque finalement mes consommateurs ont intérêt à ce que la marque soit un succès, à ce que la marque fasse des bénéfices. Donc ça change radicalement l'équation, quoi.
Alors, est-ce que les banques traditionnelles ont encore leur place dans ce nouveau rapport à l'argent? Si oui, laquelle? Le modèle des banques s'intéresse, on le voit, à la crypto-monnaie de plus en plus. Et oui, elles auraient certainement un rôle à jouer. Encore faut-il qu'elles proposent une valeur ajoutée dans leur action. Le rapport est très différent, puisque c'est vrai que c'est une façon de se financer, une façon d'être en contact très direct financièrement avec ces publics. Donc, c'est sûr que ça remet en cause un certain nombre de modèles. C'est sûr qu'il va se passer en tout cas, ça pose beaucoup de questions à ce secteur. Et on l'a vu avec la semi-débâcle de Robinhood dans l'affaire GameStop, où en fait, il y a eu un tel afflux d'investisseurs privés que la plateforme n'avait pas du tout les moyens de gérer à la manière d'une banque qui pourrait gérer ces investisseurs dans des circuits traditionnels. Et d'ailleurs, il y a des chiffres aussi en 2020 où en fait on voit que sur les échanges d'actions, en tout cas les échanges boursiers, il y a de plus en plus de journées où ce sont les échanges entre particuliers qui sont majoritaires par rapport aux échanges entre traders professionnels et circuits contrôlés. Donc, en tout cas, c'est vrai que ça va poser une vraie question. Merci Alice, merci Marine. Vous retrouvez cette enquête sur laquelle on reviendra, parce que c'est un sujet tellement important et sur lequel il y a tellement de choses à défricher. Vous la retrouvez dans le nouveau numéro de l'ADN Revue qui vient de paraître, le numéro 26, et sur lequel nous titrons autour de la génération conso-trader. Vous pouvez vous procurer cette revue, ce numéro de revue, en ligne évidemment. Mélanie va vous partager l'adresse sur laquelle on peut s'abonner ou recevoir ce numéro. Et puis, alors la grande nouvelle du jour, nous fêtons aujourd'hui, ou nous pleurons aujourd'hui le départ d'Alice qui a la très mauvaise idée d'aller faire une aventure ailleurs qu'à l'ADN. Alice, merci pour le bonheur qu'on a eu pendant toutes ces années à travailler avec toi. Voilà. Merci à toi, Béatrice, et à toute la rédaction. Et à nos fidèles téléspectateurs aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Nous parlerons de mode et de ces marques très particulièrement qui ont un rapport à la fast fashion encore pire que la génération qui les a précédés. Donc, on a beaucoup parlé de mode et vraiment de ce désir de ce secteur de se renouveler, d'être plus écologique. Malheureusement, des marques n'ont pas tout à fait intégré les enjeux du climat. C'est d'elles dont il sera question la semaine prochaine. On se retrouve donc vendredi à 12h la semaine prochaine. Merci à tous et à très vite.